la dernière journée que j'ai consommée à Québec, je me suis levé un matin, puis ma blonde était couchée, puis j'étais tellement pété que je suis parti faire à semblant que je travaillais, puis j'ai jeté les clés dans le canal. J'ai pété mes cartes de guichet, j'ai vidé mon compte de banque. Puis je suis descendu à Montréal, comme Leaving Las Vegas, là. Alors, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Un Espresso avec Angelo. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'accueillir une personne qui est très chère, que je connais dans mon entourage, qui est impliquée à la Maison du Père. On va en parler dans quelques instants. Son nom, c'est André Leroux et il est coordonnateur en maintien en logement. What's up, André? Ça va bien, merci de m'inviter. Alors, on commence toujours ici avec un petit cheers, Cheers. salut, Salut. Centani. centani. Un expresso avec Angelo. Exactement. Délicieux. Très bon Merci. café. T'es pas un gros consommateur de café, je pense, André. Oui, mais expresso moins, mais je bois des cafés à tous les jours. Le Bon. matin, ça prend ça pour partir une journée. Alors, André, tu travailles depuis quelques années à la Maison du Père, qui est un organisme qui vient en aide à des gens qui sont aux prises avec des situations comme des gens de la rue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi la Maison du Père? Bien, la Maison du Père, c'est une grosse organisation. C'est avec 5-6 services à l'intérieur. C'est, premièrement, on accueille les gens qui se retrouvent à la rue. Donc, on a un refuge d'urgence qu'on appelle maintenant le CAR. C'est le Centre d'accueil référencement en hébergement. Donc, suite à la pandémie et tout ce qui s'est passé, donc, on a un peu restructuré nos lits d'hébergement qui est rendu un accueil maintenant à urgence. On a des lits d'urgence pour les gens qui arrivent de la rue, des gens de tous les jours pour X raisons qui se sont ramassés à la rue. On a des lits d'hébergement aussi pour des gens qui sont sortis de la rue, mais là, présentement, sont au quart. Et on est en démarche pour travailler une relocalisation avec eux. C'est une démarche de 4 mois. Donc, c'est une maison pour hommes. Pour hommes, effectivement. C'est dans le centre-ville, là, c'est sur... C'est René Lévesque, Saint-Hubert, 550. René Lévesque. Moi, je suis vraiment chanceux parce que j'ai eu la chance de faire une visite guidée il y a quelques années. Je pense qu'on s'était rencontrés là-bas. J'étais venu avec mon père. Oui. Est-ce que tu te rappelles de cette visite-là? Je peux pas oublier ça parce que c'était une rencontre. Moi, j'en ai eu des rencontres dans mon domaine, mais c'était une rencontre qui m'a vraiment touché, qui a touché ton père. C'était beau de voir ça. Bon, premièrement, gros merci pour les dons, mais aussi de voir que quelqu'un est sensible à ce point-là. Puis je m'en rappelle, ton père, il pleurait tellement qu'il était touché. Alors, Puis, j'oublierai mon père, là, jamais. c'est quelqu'un qui pleure jamais. Je sais pas si tu le connais un peu, Francis. J'ai jamais vu ton père pleurer, en tout cas. Et c'était une rencontre pour moi que je me rappelle. Puis quand je l'ai vu tantôt, j'étais vraiment content. Fait que c'est un honneur pour moi aussi d'être ici. Oui, parce que je me rappelle, il faisait froid ce matin-là. C'était en février, je crois, puis il y a quelques années. Puis là, il me dit, viens avec moi, on va prendre des bottes d'hiver, puis on va les amener à la Maison du Père. Puis j'étais comme, quoi? On s'en va où? La Maison comme la Maison du Père. Je connaissais pas votre organisme, puis mon père il avait déjà eu un contact avec vous. Puis là, il m'a dit, on va aller là-bas, on va demander pour André. Puis c'est comme ça que je t'ai rencontré. Puis depuis ce temps-là, on a gardé un super bon contact, André, puis on se parle quotidiennement parce que, heureusement, ou peu importe la raison, on a d'autres points en commun. Puis les deux, on vit dans le rétablissement d'une dépendance. Alors, je ne sais pas si tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours, André. Bien, certainement. Moi, si je fais ce travail-là depuis 1993, Wow. c'est dû à mon parcours dans la rue parce que, pour faire une histoire courte, moi, j'étais un gars qui était sportif quand il était jeune, qui allait à l'école. J'aimais pas les chicanes. J'étais pas délinquant. Puis à un moment donné, par contre, une personne très renfermée. À un moment donné, quand j'étais jeune, ben, je parlais pas à personne. Puis quand j'ai commencé à toucher à l'alcool vers l'âge de 16 ans, c'est quand même tard, parce qu'il y en a qui à 10 ans sont déjà. Moi, j'avais peur de toutes les consommations. Fait que quand j'ai commencé à prendre de l'alcool, ben j'ai vu un remède, j'ai vu un sirop, j'ai vu quelque chose qui était pour me faire parler plus.
j'ai vu quelque chose qui me faisait sentir mieux. En même temps, on sait que c'est illusoire, mais ça reste que j'ai commencé à boire, puis après ça, ben ça a été... J'ai délaissé tout ce qui était cool, le hockey, le balle molle et tout ça pour boire avec les amis, pour me faire accepter en buvant plus, etc. Fait que mon contact avec les substances a commencé à 16 ans. C'est sûr que moi, les drogues dures, jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'un jour avoir des problèmes de drogue dure. Tu sais, exemple, du cannabis, j'en ai fumé une fois dans ma vie, j'aimais pas ça. Encore moins, fait qu'à un moment donné, si tu me dis la cocaïne, l'héroïne, ben je me dis, t'es fou, jamais je vais prendre ça. J'ai peur. C'est sûr et certain, sur l'influence, se faire accepter de des amis, ben à un moment donné, à 17, 18 ans, j'ai commencé à toucher à ça, puis ça a été... Le lendemain, ça a été instantané, ça a été, c'est ça, bingo, j'ai trouvé ce que j'avais de besoin. Ma maîtresse, c'est quelque chose qui me faisait parler. C'était un nuage, tu sais, j'étais comme un pink cloud tout le temps là-dessus, puis je voyais pas ma vie sans consommation après. On sait que d'un début, c'est pour le plaisir, mais à un moment donné, ça tombe dans la dépendance grave, ce qui m'a amené, tu sais, par exemple, de 0 à aller à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, ben j'ai travaillé pour consommer de la coke tout le temps. J'ai fréquenté des bars non recommandables, des amis pas recommandables. En 87, parce que je perdais tout déjà à 20 ans, là, j'avais un job, je la perdais, j'en retrouvais un autre, mais mon seul but, c'était d'avoir de l'argent, pas pour payer un loyer, mais pour m'acheter de la cocaïne, tu sais. Fait que mon premier contact avec avec une thérapie, c'était en 87, Portage. Portage, pour ceux qui sont les plus vieux, où Claude Dubois a déjà été, ou la Quéco dans les Laurentides. Fait que je suis resté là un mois parce que c'était ben trop élevé. Tu sais, il accueillait des héroïnomanes, des anciens détenus. Puis moi, je me disais, j'avais pas d'affaires là. Par contre, je me disais, je ne reconsommerai plus parce que ça me tente plus de revenir ici. Alors, ça a duré un mois ma sortie. Bref, de 87 jusqu'à 93, ça a été 5-6 épisodes à Portage. La dernière année que j'étais allé à Portage, c'était en 92. J'ai fait 12 mois et demi plein. OK. Un an de thérapie. J'ai fait un programme au complet parce qu'à l'époque, Portage, c'était long. Tu sortais plus de là. Tu sais. Aujourd'hui, ça se fait en 6 mois. Là. Mais 12 mois à faire ça toute seule, pas de support de personne parce que personne ne croyait en moi. Tu sais. Évidemment, ma famille, c'était non, tu as des preuves à faire. Sauf qu'en 92, quand j'ai fini ma thérapie en 93, je me suis fait dire souvent en thérapie, tu as une graine d'aidant, tu as quelque chose, une graine de... Je veux dire, tu as des aptitudes pour aider ton prochain. J'aimais ça, moi, partager avec mon prochain qui arrivait puis dire, hey, comment on va t'aider, on va le faire un ensemble. Naturel. Ouais. Puis c'est là que j'ai vu que c'est ça que je vais faire plus tard, mais en même temps avec aucun papier pour l'instant, tu sais. Moi, j'ai eu des bonnes jobs à Petro-Canada, toutes des places de même, puis j'haïssais ça, j'avais le goût de mourir à tous les jours. Fait que plus que je gagnais de l'argent, plus que je consommais. Fait que quand j'ai fini Portage, je suis déménagé à Québec, parce que Portage a un centre de jour à Québec. C'est là que je me suis dit, moi, je vais faire ça dans la vie, je veux être intervenant. Alors, j'ai commencé à faire du bénévolat de maison qui s'appelait l'Aube-Rivière. L'Aube-Rivière, c'est comme la Maison du Père, mais à Québec. Je fais du bénévolat là et aussi, 6 mois plus tard, ils m'ont offert une job d'aidant naturel accompagnateur sur le secteur thérapie de l'Aube-Rivière. Aucun papier. J'ai dit, wow, la vie est belle, tu sais. Fait que, bref, j'ai travaillé là-bas 10 ans. Je suis retourné aux études en toxico, en santé mentale des années 90. Que l'Aube-Rivière m'ont aidé beaucoup à payer mes cours parce que j'avais pas d'argent. Alors, pendant 10 ans, j'ai travaillé à l'Aube-Rivière, j'ai fait plein de choses, puis c'est là que j'ai connu aussi les mouvements des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, toutes les fraternités qui viennent en aide aux gens qui ont des dépendances. Fait que j'ai été là-bas 10 ans, j'ai rencontré une fille, tout allait bien, mais il y a quelque chose en moi qui marchait pas encore, même après 8 ans, 9 ans. Après 8 ans 9 ans de sobriété, mais j'étais juste sobre, tu sais. Je travaillais, j'aidais mon prochain à job, mais j'arrivais chez nous, j'étais malheureux. Je faisais pas les choses, j'étais pas honnête avec moi puis avec ma démarche. Et puis j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2003, puis en 2000, j'ai une fille qui est née, en 2001, qui s'appelle Gabrielle. Et ça,
c'est quand elle est venue au monde, c'était pas prévu. Donc, c'était pas prévu dans ma vie non plus. Alors, c'est sûr, ça m'a créé un choc parce que quand ma fille est née en 2011, on s'est séparés aussitôt qu'elle est née. Fait que je me suis retrouvé, ben c'était la mère qui avait la garde, évidemment. Mais bref, ça a été un gros choc pour moi qui a fait que, OK, là, wow, j'étais pas prête. Puis déjà que je suis pas clean avec moi-même. Puis là, c'est un peu tout croche dans ma vie. Alors, ça m'a aidé à reconsommer de l'alcool tranquillement. Parce que moi, je me disais toujours, après, quand ça a fait 10 ans, à peu près 9-10 ans, je me suis dit, un jour, je vais être capable de boire socialement. J'avais ça Tu dans avais la gardé tête. une réserve Ouais, que tu pourrais peut-être reconsommer un jour ouais. de l'alcool qui n'était pas la substance Première, préférée. Première. exactement. Tu sais, je pouvais consommer de la bière, mais boire 3 bières puis aller me coucher. Sauf que quand j'étais chaud, en état d'ébriété, ben là, dans ma tête, ça cliquait. Fait qu'il fallait que j'aille de la coke. Fait que j'ai recommencé à boire, puis ça, je sais que ça a été un élément déclencheur de ma perte de mon bas-fond, que je vais vous parler dans quelques instants. Mais j'ai rencontré une fille, on s'est côtoyés, elle connaissait pas tout à fait mon parcours. J'ai commencé à boire, elle était là, m'invitait à souper, on soupait chez eux, tout était beau. Puis un soir, il y avait un de mes amis qui revenait d'un gros voyage au Pérou, puis tout le monde était sur le party chez nous. Puis là, dans ma tête, j'étais chaud, fait que j'ai dit, bon, OK, c'est beau. C'est là que ça se passe. Fait que j'étais allé m'acheter de la cocaïne, puis j'ai consommé 1 an sans que ma blonde le sache de cette époque-là, dans la maison, dans la toilette. Puis à un moment donné, ben, ça a été tout me rattraper. La dernière journée que j'ai consommé à Québec, je me suis levé un matin, puis ma blonde était couchée, puis j'étais tellement pété que je suis parti faire à semblant que je travaillais, puis j'ai jeté les clés dans le canal. J'ai pété mes cartes de guichet, j'ai vidé mon compte de banque. Puis je suis descendu à Montréal, comme les vignes Las Vegas, là. Je m'en allais à Montréal parce que je suis originaire de Montréal. Je m'en allais pour me faire la fête, puis foirer, puis mourir. C'est ça, c'est carrément. Ma blonde est couchée, elle ne sait pas, je suis parti. Elle pense que je vais revenir pour souper. Puis je suis disparu pour lui donner des nouvelles 3 mois plus tard. Fait que suite à ça, ben, je me suis ramassé dans la rue à Montréal pendant 3 ans et demi. Puis ça a été... Attends une minute. Fait que 8-9 ans de sobriété, d'abstinence, 1 an de rechute, si on veut, mais comme caché, là, Alcool. sur les breaks un peu. Après ça, quand tu as retouché à ta substance de choix, ça n'a pas été long. Tu t'es ramassé dans la rue, carrément, là, sans abri. J'ai fait une fugue. Je suis parti travailler un matin en faisant semblant que j'allais travailler, mais je travaillais plus à l'Aube-Rivière. J'avais mon employeur, on s'était entendu pour que je quitte parce que j'étais sans rechute, puis je ne voulais pas le dire à ma blonde. Fait que moi, je faisais comme si j'allais travailler, puis je suis parti à Montréal sans jamais retourner en arrière, donc à mon appartement à Québec. Et là, ça a été 3 ans et demi d'échéance de tout, là. J'avais pas d'adresse. J'ai tout fait pour consommer, tout ce que je pouvais ramasser comme argent. Mais là, c'était de la consommation. Là, je voulais mourir. Là. Tu sais, à chaque fois que je faisais de la coke, je voulais pas me réveiller. Même à un moment donné, j'étais dans une chambre d'hôtel miteuse, puis le cœur m'est sorti de la poitrine, puis je dis parfait, c'est là que ça arrive. Puis c'est pas arrivé. Donc, à chaque fois, ben, je pensais que c'était fini, puis c'était pas fini. J'ai fait un peu comme les gars font dans la rue, on appelle ça une cure géographique, ça veut dire je pogne mon sac à dos parce que moi je suis orgueilleux, je veux pas qu'on sache que je suis dans la rue, fait que je me promène de village. Bon, mais aller en Abitibi, c'est tranquille là-bas, tu sais. Fait qu'à chaque fois que j'arrivais d'un village, ben on se dirait que j'étais étiqueté comme un coquet parce que j'avais tout le monde qui venait. Et si tu veux de quoi, c'est sur le coin, puis moi on dirait que j'attirais ça. Alors, ça a été des années que je voulais mourir, puis de contact avec ma fille, puis de contact avec ma famille. Je suis même allé... Tu as perdu le contact avec ta fille. Ouais. Complètement. Ma fille, la blonde que j'ai quittée précipitamment, ma fille, elle avait 5 ans. À partir de 5 ans jusqu'à 8 ans, je l'ai plus revue à cause de ma rechute, ma consommation. Puis ça, c'est quelque chose que je m'en suis voulu toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'histoire, elle a bien fini, mais... C'est un élément qui fait que ça gèle mieux. C'est un élément qui fait que je veux juste pas vivre. Quand je suis à jeun, je pense que ma fille, elle doit se demander où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, puis moi, la même chose.
Alors, moi, me geler plus parce que je vais y penser moins, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, j'ai mis ça dans le tiroir en arrière, puis je me disais, bon, ben, si on a à se revoir, ça va être genre à Claire Lamarche, tu sais. J'étais rendu là, moi, j'étais sûr de perdre le contact pour le reste de ma vie. Alors, j'ai fait ma cure de voyagement partout ici et là, en consommant en plus, en comptant plein de bullshit partout. Tu sais, j'avais pas de l'air d'un sans-abri, fait que je me débrouillais bien, je trouvais des jobs, mais des jobs, une cour à scrap, des trucs de même, juste pour me geler plus quand j'étais à Tombouctou puis avec des enfants de même. Fait qu'à un moment donné, j'ai tourné en rond pendant 3 ans et demi, puis c'est comme si je suis parti de Québec, là, j'ai fait mon tour de Montréal. Après ça, je suis revenu à Montréal, dans le Vieux-Port, la dernière journée de consommation. Puis pendant ma rechute, moi, j'ai perdu mon père. Mon père, il est mort dans les 3 ans et demi que j'ai pas donné de nouvelles. Ça, c'est un gros morceau aussi parce que, comme je disais à des amis des fois, mon père, c'était mon idole, mais on se parlait pas. Alors, à chaque fois, je me disais, bon, faudrait que je fasse les premiers pas, faudrait que j'essaie de communiquer plus avec. Puis je remettais tout le temps ça au lendemain. Donc, ça fait comme, à un moment donné, ben, quand j'étais sur la go, à un moment donné, j'étais arrivé à Portage dans ma rechute parce que c'était comme ma maison. Tu sais, quand j'étais plus capable, j'allais là, eux autres, parce que quand t'es là à vie, c'est ta maison à vie. Puis là, j'étais arrivé là, comme ça faisait peut-être 48 heures, j'étais arrivé. Puis on reçoit un téléphone dans le bureau. C'est mon intervenant, il me dit, André, viens donc ici, ta sœur, elle t'appelle. Hein? Ma sœur, comment qu'elle fait? Comment ça se fait que ma sœur, je sais? Mais ma sœur, elle savait que j'allais pas bien. Elle savait que ma maison, c'était Portage. Elle a appelé là-bas, elle dit, il doit être là. Puis comme de fait, j'étais là pour m'annoncer que mon père était décédé dans son sommeil. Pas malade, rien. Fait que là, ça a été comme, tu sais, il y avait 2 façons de voir ça. Soit que je me pète encore plus puis je veux crever, ou j'essaye de... Fait que j'ai été bien accompagné. J'étais allé aux funérailles. J'ai repris contact avec ma famille, puis j'ai vécu mon deuil avec ça. Puis après ça, ça m'a comme donné un petit élan pour aller mieux, tu sais, mais j'ai continué quand même à consommer quand même. Alors, suite à ma cure de village et de ville, je suis revenu dans le Vieux-Port à Montréal le 2 mai 2005, si je ne me trompe pas. 2005, ouais, c'est ça. 2 mai 2005-2006. J'étais dans le Vieux-Port, sur le bord de l'eau. J'étais défoncé raide, j'avais plus une scène. J'étais défoncé comme j'ai jamais été. Puis là, je ne savais plus quoi faire. J'étais là, puis là, à un moment donné, je regardais le fleuve. Puis là, je me disais, ben je vais attendre une police qui passe, je vais aller la voir parce que je suis juste plus capable. Je connaissais la maison du père de ressources, mais jamais dans ma tête que je me suis dit, mais aller là. Puis 2 heures l'après-midi, je suis tellement défoncé, puis il y a une petite voix qui me dit, ben va-t'en à la maison du père. Fait que là, je m'en vais à la maison du père faire la file, je m'en rappellerai toujours. Il y a des gars dans la rue qui faisaient la file parce que l'itinérance se promène beaucoup. Il y a des gars dans la rue qui faisaient la file à la maison du père avec moi, puis qui me disaient, hey, Dédé, tu t'en viens travailler? Parce qu'ils m'avaient connu à l'Aube-Rivière. Je dis, non, je m'en viens pas travailler, je m'en viens dormir ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que ça m'a fait comme, là, sois humble pour une fois, sois honnête avec toi. L'affaire, c'est que ce qui est miraculeux là-dedans, c'est qu'à la Maison du Père, à cette époque-là, on n'accueillait personne qui était en consommation. T'sais. Moi, quand j'ai travaillé là, après, c'était la même chose. Je suis rentré tellement défoncé, puis il y a le réceptionniste qui est là, puis il est encore là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il s'appelle André Labbé, puis si lui ne m'avait pas accueilli, probablement, je ne serais même pas assis au micro. Parce que je rentre, je vais voir le réceptionniste, je dis, ça serait pour avoir un lit, mais vous me prendrez sûrement pas parce que je suis très défoncé. Écoute, la mâchoire mal elle-même. Il dit, va t'asseoir dans le coin, j'en ai vu des pires que toi. Fait que je suis allé m'asseoir, puis je suis de main, puis j'ai dit, je t'offre. Ils m'ont gardé. Puis aujourd'hui, André est encore là, puis souvent, on se parle de ça, tu sais. Si tu m'avais pas accueilli, là, peut-être que toute ma vie depuis 15 ans, ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Parce que je serais peut-être parti ailleurs, je serais peut-être pas parti dans le bon sens. Puis on en parle, puis il s'en rappelle comme si c'était hier quand il m'a accueilli. Puis aujourd'hui, c'est mon collègue de travail. Alors, la Maison du Père m'a sauvé la vie, m'a donné la chance, parce que aussi, c'est quand tu travailles 10 ans dans une ressource à Québec, le milieu de l'intervention, il est petit. Hein? C'est comme, tu sais, c'est petit. Tout le monde se connaît. Hey, genre, engage pas le roux, il a consommé sa job, il a fait de la poudre.
Il y a pas... fait que, tu sais, je me dis, quand je suis arrivé à la Maison du Père, je me disais, il n'y a plus jamais personne qui va me faire confiance. Moi, être pris pour aller travailler chez Costco. J'aime Costco, là. Mais je m'allais classer des canettes. Je me dis, si ma vie est finie, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a personne qui va me donner une chance. Et fait que je suis allé à la Maison du Père. J'ai fait 1 mois de temps à l'accueil au refuge que j'appelais tantôt. Après ça, je suis monté à la réseau réinsertion sociale. 3 mois. Après 3 mois, je me suis trouvé une chambre à Montréal. Et là, j'avais quelqu'un qui m'avait engagé pour poser des tapis, un ami d'un membre, AA. Puis lui, il avait une compagnie de tapis. Fait qu'il disait, André, je vais t'engager. Mais moi, j'étais content parce que je travaillais. Je voulais pas être sur l'aide sociale. Mais je détestais ça, là. Il voulait me montrer être bon à poser des tapis. Puis moi, je me voyais pas faire ma vie à poser des tapis. C'est impossible. Mais en même temps, j'avais une paye, je gagnais ma vie. J'avais une petite chambre miteuse à côté du métro Papineau. 550 pièces par mois avec une petite fenêtre d'un pied carré dans un sous-sol où ce que le monde se shootait. Puis j'étais heureux parce que ça faisait 3 ans et demi, 4 ans, j'étais dans la rue, là, j'avais ma clé, j'avais une chambre. Après ça, là, je suis allé, là, j'ai commencé à travailler dans les tapis, puis là, à un moment donné, je reçois un appel. C'est la Maison du Père, c'est le coordonnateur de l'époque, Daniel Joly, qui m'appelle. Parce que Daniel, il était responsable d'hébergement, puis il disait tout le temps au gars, va verdir ton gazon, après ça, tu viendras me voir. Autrement dit, pars d'ici, je t'engage pas tout de suite, va jouer dehors, puis après ça, tu vas revenir avec moi. Fait que là, j'étais en train de poser des tapis à Longueuil, puis je reçois un appel, il est 1h l'après-midi, puis c'est Daniel. Il dit, hey, André, il dit, ton gazon, est-tu vert? Je dis, il est vert, certain. Il dit, viens-t'en, j'ai une job pour toi. Fait que, il m'engageait au refuge de la Maison du Père en 2007. Je suis parti à la course de Longueuil. Le gars, il voulait pas que je m'en aille. Je laisse faire de moi, même pas mon 4 j'ai fini de travailler ici. Fait que je m'en rappellerai toujours. Je traversais le pont Jacques-Cartier à pied, sur la piste cyclable, courais pour m'emmener à la Maison du Père. Je m'en viens tout de suite. Puis là, le lendemain, je commençais à travailler au refuge en accueillant les gars de la rue. Parce qu'ils savaient quand même que j'avais un bagage de 10 ans, que j'avais 2 diplômes quand même. Puis que dans ce temps-là, à cette époque-là, ben, t'es bien placé pour redonner au suivant. Fait que c'est là que ça a commencé mon rétablissement. Puis là, quand j'ai eu mon emploi, ben là, je me suis mis à genoux puis j'ai dit, ça peut pas, c'est le plus beau cadeau que j'ai, là, à date. Là. Alors, j'ai mordu dedans. De soir, de nuit, je m'en fous. Je retrouve la job que j'aime, puis je suis en meilleure condition. Parce qu'il faut comprendre aussi, tout le temps de la Maison du Père, j'avais des rencontres avec une psychologue sur la prévention des rechutes pour comprendre, même avec tout le bagage puis les outils, qu'est-ce qui fait que je rechute? Pourquoi je suis pas capable de m'arrêter? C'est quoi les éléments déclencheurs? Alors, je suis allé chercher ça, puis j'ai trouvé plein de réponses. Des réponses aussi depuis que mon père est décédé, que j'avais pas compris, qu'après ça, j'ai assimilé, puis ça a fait OK. Là, je suis en business, je suis béton. Fait que j'ai commencé à travailler, mais à travailler avec plein de dettes. Des dettes, Revenu Québec, Revenu Canada. Tu sais, à un moment donné, une petite anecdote, je devais comme plus que 12 000 aux 2 revenus, Québec-Canada. Puis là, j'étais en train de régler Revenu Québec. Après ça, Revenu Canada, il me restait 4 000. Puis là, à un moment donné, j'étais plus capable. Tu sais, je travaillais, mais j'ai dit, là, je trouve plus le bout. Fait que j'ai dit, marquez donc décédé, là, j'en ai plus d'argent, là, tu sais. C'est une blague, mais en même temps, ils m'ont coupé, ils m'ont ils m'ont gelé mon compte de banque. Alors, tout ça pour dire, quand je dis au gars, ben, si tu fuis les choses, ben, ça va toujours te suivre. Alors, j'ai repris le téléphone. Fait que pendant ma première année de travail, j'ai réglé tous les dossiers chauds. Une chance que je ne devais pas d'argent à des pushers, des trucs de même. Ça a été... Parce que c'était plus important de payer lui que de payer mon loyer, là. Parce que lui, c'était comme mon prêteur, là. Fait que j'ai tout réglé ça. J'ai déménagé dans un appartement plus grand. Je commençais à vivre et à avoir de l'espoir. Là, par contre, il manquait une affaire. Moi, je dis tout le temps, j'avais un casse-tête. Mon casse-tête, les morceaux sont tous mis. Il manque une pièce, c'est ma fille. Parce que ma fille, 5 à 8 ans, je ne l'ai pas vue. Puis ça m'a rendu, tu sais, j'aurais pu, tu sais, j'avais des idées noires de ne pas voir ma fille.
de passer à l'acte de me suicider parce que c'était trop lourd. Fait que là, à un moment donné, après 1 an, je suis à l'arrêt d'autobus, je m'en vais travailler, puis là, ben là, je prie, tu sais, je lance dans les airs, j'aimerais ça, tu sais, maintenant, là, je suis prêt pour revoir ma fille, puis je sais pas comment faire, mais si ça arrive, ben je suis prête, j'ai réglé mes affaires, puis je suis puis tu sais, des fois, on dit, quand tu demandes quelque chose, fais attention parce que des fois, ça peut venir plus vite qu'on pense. Ben le matin que j'ai prié, le soir, j'étais allé travailler. À 3 heures l'après-midi, mon collègue, il m'appelle, il dit: «André, tu as reçu un courriel». C'était Nadia, la mère de ma fille, qui est en train de me chercher parce qu'elle savait qu'un jour, je reviendrais dans le circuit de l'intervention. Et là, j'ai reçu un courriel comme quoi que ma fille voulait me retrouver. Puis là, j'ai dit: «Non, attends un peu, là. C'est ce que je l'ai refait lire 2 fois à d'autres personnes, voir si c'était bien ça. Et là, c'était ça. Fait que là, le soir, j'étais arrivé chez nous et j'ai appelé. J'avais peur parce que, tu sais, il y a des pensions aussi alimentaires à gérer avec ça. Parce qu'il faut comprendre que le temps que je ne l'ai pas vu, puis même avant, j'ai pas payé. Donc, ça fait pas de moi un méchant gars, mais ça fait de moi que j'ai pas pris mes responsabilités parce que j'avais des dépendances. Fait que le soir, j'appelle, tout le monde pleure, la mère est là, ma fille est là, elle a 8 ans, elle est en âge de parler en masse. Ma belle-mère est là, puis tout le monde pleure, on s'est retrouvés. Et compte de tout ça, c'est qu'elle restait à 10 minutes de chez nous. Elle était revenue à Montréal. Donc, j'ai dit: «Attends un peu, là, c'est trop là, pour l'instant. Là, Et le lendemain, j'ai eu un contact avec ma fille. J'étais allé la voir chez eux. Tu sais, ma fille, elle se promenait en trottinette. J'ai retrouvé papa, j'ai retrouvé papa. Nadia, elle pleurait. Fait que c'était comme des retrouvailles. On s'entend que c'était assez émouvant. Et de fil en aiguille, depuis ce temps-là, le contact avec ma fille s'est solidifié de plus en plus. Ça fait 15 ans. Ma fille, aujourd'hui, elle a 22 ans. C'est ma confidente. Ma fille, elle a fallu s'expliquer au fil des années aussi, tu sais, pour qu'elle comprenne à un moment donné, préadolescente, après ça adolescente, préadulte, etc. Donc, aujourd'hui, 15 ans, ma fille, c'est une super belle relation. Ça, c'est le summum du rétablissement. Elle va avoir un petit bébé au mois de février, une petite fille, je vais être papy, qui m'envoie des photos de l'échographie, tu sais, quoi demander de plus, tu sais? Euh, alors ça, c'est le plus beau cadeau. Puis aussi ma famille, tu sais, ma mère, ma soeur, qui habitent à Brownsburg, Chatham, qu'eux autres sont super fiers. Tout ce que j'ai fait à la Maison du Père, tout ce que j'ai fait pour moi, ils me suivent partout. Puis, tu sais, quand ma soeur me dit je suis vraiment fier de mon grand frère, avant c'était moi, j'étais comme son poids parce que puis elle est plus jeune que moi. Donc, j'étais tout le temps en train d'y demander plein de choses, en fait. Alors, ceci étant dit, cadeau de rétablissement, retrouver la famille, ma fille qui est exceptionnelle, un enfant. C'est sûr, pendant mes 15 ans, j'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde parce qu'on a, tu sais, je me suis marié, je me suis divorcé il y a pas longtemps. Mais en même temps, les épreuves que j'ai eues, je suis capable de faire face aussi, tu sais, pas en allant me geler. Il y a plein d'autres solutions à gérer ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment une belle vie. Tu sais, je travaille à la Maison du Père. Parce qu'il faut dire que j'ai travaillé 6 ans à la Maison du Père. Après ça, j'étais allé travailler comme cordeau à l'accueil Bonneau. C'était dans le même domaine, sauf que c'est un centre de jour avec les mêmes gars qui viennent manger le jour, qui viennent prendre leur douche. Et depuis 2 ans et demi, je suis retourné à la Maison du Père comme coordonnateur de maintien, insertion et maintien en logement. Fait que ma job, c'est vraiment les gens qui arrivent par la Maison du Père, ils passent par un processus, l'accueil, la réseau, les studios. Après la Maison du Père, on s'en va vers l'extérieur. L'extérieur, c'est une maison que je m'occupe qui s'appelle la Maison Wolf, 57 chambres. Un projet qui s'appelle L'Envolée, c'est 18 logements, c'est des logements dans des blocs privés. C'est des gens qui sont sortis de la rue aussi, qui sont en logement subventionné. Et aussi de m'occuper de 57 gars qui sont en fiducie, en accompagnement social, des gens fragiles que si on les aide pas à payer le loyer, ils retournent à la rue. Fait que ma job, c'est des maintenir dans leur logement. Parce que c'est facile d'amener des gars dans des chambres,
Mais de les garder là, il y a tout un processus. Alors, la Maison du Père, oui, m'a sauvé la vie. La Maison du Père, c'est une des plus belles ressources que je connais. Puis, oui, je travaille là, mais en même temps, c'est vraiment des employés, des personnes en or. Puis aujourd'hui, ben, on est là pour essayer de supporter tous ces gens-là qui arrivent de la rue, les nouveaux gars qui arrivent aussi avec le sac vert, qui se retrouvent dans la rue après plein d'événements. Alors, pour moi, je m'implique beaucoup à la Maison du Père. Tu sais, comme là, c'est le temps des fêtes. Fait que on reçoit des dons, je fais des activités. Parce que ces gens-là, faut comprendre que moi, j'ai passé des Noëls tout seul. Ben c'est ça. C'est des gens, oui, sont dans des logements ou sont dans des refuges, mais sont tout seuls. Ils n'ont plus de contact ou presque avec leur famille. C'est des pères de famille, c'est des enfants de famille. Fait que moi, quand un gars dit j'aimerais ça reprendre contact avec ma famille, j'y entends. Même si je dîne, c'est pas important. Fais le téléphone parce que c'est le téléphone ultime, tu sais. Parce que toi, tu as passé à travers ça. Ouais, Fait que ta sensibilité, là, ouais, est encore plus grande. ouais, Toi, tu as vécu ça. Là. ouais. La Maison du Père a sauvé ta vie. Elle t'a permis de sortir de la rue, reprendre une vie normale, puis reconnecter avec ta famille. Fait que là, tu es capable de voir. Dans le fond, toi, tu es l'exemple parfait de la personne qui a été réhabilitée. Humblement, j'essaye, là, puis c'est sûr que oui, en fait, quand je vois un gars arriver avec ses sacs, je comprends. Parce que, tu sais, en fait, tu sais, on a des clichés, là, aussi, des gars de la rue, des alcooliques, toxicomanes, mais il y en a qui consomment même pas, là. Il y en a qui ont perdu leur job, qui ont vécu un décès, un deuil. Le gars, il reste en campagne, il s'en vient à Montréal. Il a 40, 50, 60 ans, il a pas de famille, ou sa famille est loin. Fait qu'il y a l'orgueil aussi là-dedans, fait que je les appellerai pas. Puis il y a aussi, comme, tu sais, comme, je vais m'isoler, je vais tomber en dépression, c'est sûr, dans la rue, là, c'est pas le party, là. Alors, la dépression embarque, puis si la dépression n'est pas traitée, ben là, je vais peut-être m'auto-médicamenter, je vais me faire du bien malsainement. Puis là, j'embarque dans une espèce de roue, alors, c'est ça, fait que on essaye, puis on travaille fort d'améliorer le quotidien de ces hommes-là qui ont vécu des traumas de toutes sortes. Puis il y a la maladie mentale aussi que j'ai pas parlé, mais qui est très présente, quasiment plus que 50 des gens dans la rue vont développer une maladie mentale parce que c'est pas traité, tu sais. Moi, j'ai une question, puis c'est vraiment de la curiosité personnelle. Puis je sais que c'est drivé par des dépendances, mais tu racontais ta cure géographique. Comment ça se passe? On rentre d'une ville, on est inconnu. C'est quoi le premier point? C'est quoi le parcours? J'aimerais ça voir comme dans la tête parce que, tu sais, ça arrive, genre, je roule sur l'autoroute, je vois des gens, tu vois qu'ils sont clairement pas de la ville, qui quittent. Tu vois qu'il y a des voyageurs. Comment ça se passe à l'intérieur? Comment Ben, tu fais pour te faire un contact, te faire engager à cour à scrap? Tu sais, moi, je connaissais quelqu'un à Montréal son beau-frère était en Abitibi. Ça, c'est mon premier voyage. Fait que sur une fin de coke, il est 5 heures du matin, je pars sur le pouce en plein hiver, au mois de février. Je m'en allais en Abitibi, puis il m'engageait. Fait que lui, il affilait des scies pour les bûcheuses. Là. Abitibi, c'est vraiment boisé. Puis il me donnait un hébergement dans une grange, une petite chambre, puis c'est cool. J'avais peut-être 100 pièces, mais je savais que rendu là-bas, je ferais de l'argent. Mais c'est un trip en fait, c'est de la fuite. J'ai laissé mon logement à Montréal avec les meubles dedans. J'ai laissé au propriétaire, merci, j'ai plus besoin du logement. Vous pouvez garder mes meubles. Fait que je suis parti. On s'entend que les meubles, c'était de la boîte. Fait que je suis parti sur le pouce, me suis fait arrêter 4-5 fois parce que qu'est-ce que tu fais avec ton pain de sac au mois de février? Fait que là, j'étais arrivé en Abitibi. J'avais déjà un petit contact, mais après ça, je m'en suis développé d'autres. Puis ça a commencé comme ça. Puis moi, je veux travailler. Puis j'ai travaillé un peu pour lui là-bas. Puis après ça, je suis atterri d'une cour à scrap. Je faisais de l'argent au noir. Je m'avais commandé des chèques d'aide sociale. Je n'étais pas supposé. Il m'en a fallu que je rembourse. Comme je disais, tu sais, je n'étais pas démuni au niveau de m'exprimer. Puis là, quelqu'un, j'arrivais en ville. C'est sûr qu'en Abitibi, j'ai pas été bien reçu non plus. Parce qu'ils pensaient que je me cachais, que j'étais... parce que souvent, Tu sauvais de la loi. Ouais, c'est ça. J'avais les cheveux longs, puis, tu sais, ils me faisaient pas confiance. Juste les pocheurs qui me faisaient confiance, en fait. Fait que j'ai été là-bas. Après ça, j'étais allé à Montebello. Montebello, j'étais allé d'une maison de réinsertion que je nommerai pas.
puis ça consommait dans la maison. Moi, je voulais aller me rétablir pendant une petite cure. Puis là, j'ai travaillé là-bas. C'est là que j'ai connu la cour à scrap. Puis c'est là que je consommais dans la maison de réinsertion. Alors, je suis resté là un bout parce que ça faisait mon affaire, parce que je gagnais de l'argent au noir. Puis ça me coûtait rien de rester là parce que j'étais surveillant. Mais je faisais de la poudre dans la chambre quand il y avait des gens qui couchaient là. Alors, on s'entend que c'était pas... j'en profitais, puis c'est tout. Puis il y a eu toutes sortes d'événements qui étaient arrivés là. Puis à un moment donné, justement, quand j'ai terminé Montebello, j'ai pris l'autobus, je me suis en allé à Montréal, à Saint-Jérôme, dans un hôtel pour... c'était les 2 derniers jours de consommation avant que j'arrive dans le Vieux-Port. J'étais allé d'un motel miteux à Saint-Jérôme, puis je me suis défoncé, mais je pensais vraiment cette nuit-là que je passais pas à travers parce que là, j'avais des spasmes. Puis j'ai fait plus de coke, puis ça a passé. Tu sais, c'est comme... Je comprends pas. Il y avait Mais comme une énergie qui te protégeait, là. on dirait des fois... C'était pas ton temps de partir. Parce qu'à un moment donné, j'étais couché, là, puis j'étais le même, puis le cœur, puis là, j'ai dit, OK, c'est beau m'en faire un autre, ça va finir. Ça finissait jamais. Sauf que quand j'ai pris l'autobus pour m'en venir à Montréal, là, j'étais défoncé dans la fenêtre de l'autobus. Là, le chauffeur, il a quasiment pas voulu me laisser rentrer. Puis là, j'ai atterri au centre-ville, puis c'est là que je me suis ramassé dans le Vieux-Port. Mais tout ça pour dire, les cœurs comme ça, j'arrivais d'un village, j'essayais d'avoir au moins un petit contact à quelque part. Arrivé là, un téléphone. Puis je m'en sortais bien, mais en fait, je consommais plus. Tu sais. Puis c'était tout le temps avec du monde qui consommait. Là. Il n'y avait rien, personne de clean là-dedans. Là. Alors, c'est ça, fait que ça allait jamais bien nulle part. Tout ça pour comprendre que c'est pas l'Abitibi, le problème, c'était à moi, tu sais. C'est pas Montebello, tu sais. Montebello, c'est beau, Montebello. Il y a la rivière, puis tout ça, mais les Outaouais, mais ça reste que c'était à moi le problème, tu sais. Fait que c'est pas normal que, tu sais, Montebello, pendant le festival d'été, que tout le monde s'amuse, les enfants jouent, puis toi, t'es dans une chambre, dans la maison, puis la fenêtre fermée, les lumières fermées, puis il fait 30 dehors, puis il est 2 heures l'après-midi, puis tu sniffes de la poudre jusqu'à temps que tu tombes sans connaissance. Fait que, à un moment donné, j'ai compris ça aujourd'hui, que, tu sais, le problème, c'était pas... Fait que quand j'ai compris ça, ça m'a aidé à me grounder. Tu sais, Montréal, c'est ma ville, puis j'ai dit, non, je reste ici, puis je vais faire face à mes choses, puis on va travailler. Le déclic, André, ça a été quand tu étais au Vieux-Port, puis là, tu as décidé, la petite voix qui t'a dit, je vais retourner à la maison du père, puis là, tu as fait la file. Puis là, à ce moment-là, tu dis, si le gars à l'entrée, là, il te dit, parce que tu es en consommation, tu peux pas rentrer, ça se peut que tu ne reviennes plus jamais, là. Ça se peut que je suis même pas ici, parce que c'est vraiment, tu sais, je me dis, lui, il me laisse pas rentrer. Mettons, je m'en allais à Oldborough Mission, une mission Bon Accueil que je connais pas. Peut-être que je m'aurais même pas rendu là, puis je serais parti avec mon sac. J'aurais dégrisé dans le gazon, puis je serais parti ailleurs, puis j'aurais continué. Puis j'aurais pas eu la vie que j'ai là. Moi, je pense qu'il y a tout un lien, là. C'est comment, en ce moment, on rentre dans une période, le temps des fêtes. Je sais que vous faites plein d'organisations d'événements parce que des gens, pour leur donner un semblant de normalité, pour rassembler les gens. Une fois, j'ai amené des Mr. Puff, je me rappelle, à un événement. Puis c'est beau qu'est-ce que vous faites. Ça permet de ne pas être isolé. Mais c'est comment, parce que vivre l'été dehors, j'imagine, c'est une chose. Mais là, le Québec, c'est l'hiver. Puis là, c'est le temps des fêtes. Puis là, il fait froid. Aujourd'hui, il fait comme moins 10. Ça doit être pas évident là, pour être sans abri. Premièrement, c'est épouvantable. Tu sais, l'été aussi, c'est épouvantable parce qu'il y a des canicules, il y a du monde qui meurt en dessous d'un arbre aussi. Par contre, il fait pas froid. Sauf que l'hiver, c'est la période. Le temps des fêtes, c'est par exemple au centre-ville de Montréal. Quand tu vois tout le monde festif, puis tu vois plein de personnes dans la rue, la musique de Noël, puis tout est là, puis t'attends que la maison du père ouvre. Si le gars, il passe pas à l'acte, c'est juste que il a juste pas la force ou il est abandonné, tu sais. C'est pour ça que nous, tu sais, moi, je travaille durant le temps des fêtes. Je suis pas obligé, mais c'est un devoir pour moi parce que, tu sais, ces gens-là, comme je disais tantôt, c'est des enfants de famille, c'est des pères de famille. Il fait froid, ils ont honte, ils ont plein de culpabilité. Puis, la maison du père, on s'efforce à chaque année, même si les temps sont difficiles, même si, tu sais, tout le monde a souffert de la pandémie, moins de dons, moins de revenus partout, même. La Maison du Père, la Fondation, la direction, tout le temps travaillé hyper fort pour essayer de faire passer un beau temps des fêtes à ces gars-là, comme cette année encore. On a un événement le 12, on a plein d'événements jusqu'à Noël, le 24 décembre.
c'est le repas, c'est la messe. Puis, tu sais, quand tu vois les gars à Maison du Père le 24 décembre rentrer dans la salle pour aller à la messe, puis tu vois des gars qui pleurent, ben en arrière de la colère, en arrière de « il est pas fin », mais en arrière, il y a plein de souffrances, puis Je pense que c'est ça qui unit tous ces gens-là. Comme dans le rétablissement, on dit souvent qu'est-ce qui nous unit, c'est la souffrance à la base. Puis je sais que vous avez plusieurs besoins à la Maison du Père. Naturellement, des dons en argent, parce qu'il y a une grosse portion il y a une grosse portion que c'est des dons là, qui fait que la Maison du Père peut survivre. Mais il y a aussi d'autres choses. Tu sais, vous avez besoin aussi des fois du linge, des... Tu sais, vous savez, le nombre de paires de bobettes qu'on peut donner d'une journée, d'une semaine, c'est astronomique. Tu sais, des vêtements, tu sais, quand les gars, beaucoup de vêtements, évidemment, dans les périodes froides, l'hiver, des manteaux, des trucs, c'est toujours gagnant, c'est toujours parce que les gars, ils ont froid. De plus en plus de monde dans la rue. Ouais. Tu sais, c'est des dons, oui, des dons en argent, des dons, tu sais, quand les gars s'en vont en appartement, on leur fait un kit de départ. Kit de départ, c'est une petite boîte avec de la vaisselle, des draps, des couvertes, des nanas, pour s'assurer que le gars, quand il va arriver dans sa chambre, il soit... Fait que ça, tu sais, si les gens veulent donner de la vaisselle... Il y a carrément, à la Maison du Père, je suis allé visiter, puis j'invite les gens à le faire, là. Ils ont comme pas un atelier, une cloche bleue. Ouais, tu sais, là, où est-ce que c'est comme une boutique carrément, là. Puis là, il y a un bazar. Ouais, il y a un bazar, puis là, les gars, ils vont là-bas, puis j'ai besoin de telle affaire, telle affaire. Vous savez, le bazar, on a un bazar depuis 3-4 ans, 3 ans à peu près, si je ne me trompe pas. On a le vestiaire, parce que tous les gars qui viennent au refuge au cœur, ils vont aller au vestiaire. On a des jours de vestiaire. Tu sais, tu as besoin d'une paire de bottes, on va te donner des paires de bottes. Par contre, on a un bazar. Le bazar, c'est toutes des choses qui sont à prix modique. Et c'est les gars, souvent en appartement, sont fiers. De dire « Hey, je m'en vais m'acheter du linge au bazar. » Tu sais, puis le gars, il va débourser 5$ pour 8 items, genre, là. Le gars, il est fier. Puis le gars, tu sais, puis en même temps, ben, ça l'aide les gars qui sont en appart, qui sont en chambre, parce que vous savez, les logements sont subventionnés, mais si un gars qui a 600 quelques dollars par mois, puis il paye, mettons, 250 par mois de loyer parce que le logement est subventionné, mais ça reste qu'il reste quand même pas 400$ par mois pour vivre. Faut qu'il fume, faut qu'il mange, faut que... Alors, l'épicerie, on le sait, à cette heure, faire une épicerie, c'est un luxe, là. Ouais. Alors, magasiner aussi. Fait que les gars, ils n'iront pas magasiner, s'acheter du linge de qualité, ils n'ont pas l'argent. Fait qu'ils vont venir au bazar, puis ils vont... Là, on invite les gens c'est le temps des fêtes. C'est sûr qu'on peut, des fois, on voit des gens dans la rue, on peut leur donner un petit 5$. Je pense que c'est mieux de passer à travers un organisme qui, eux, redistribue de façon comme plus ordonnée. Est-ce que tu dirais que ça serait la meilleure chose? Tu sais, exemple, mettons qu'une compagnie nous appelle puis ils ont 150 manteaux North Face à donner. Bon, ben moi, je conseille toujours, puis ça, c'est la Maison du Père est totalement en accord. Amenez-les. Si vous voulez faire un don, amenez-les à la Maison du Père. Pourquoi? Parce que la Maison du Père vont les distribuer adéquatement. Il y a des gens du cœur, il y a des gens de la réseau, il y a des gens à la résidence, parce qu'on a une résidence pour aînés qui sont sortis de la rue. Et on sait que les manteaux, ils vont être redistribués à bon escient. Que le manteau ne sera pas, exemple, des fois dans la rue. Tu sais, dans la rue, on survit. Fait que tout ce qu'on peut avoir des fois pour vendre, on va le faire. Tu sais, puis... Ben c'est ça, parce que je me rappelle quand je t'ai rencontré, on avait dit est-ce qu'on peut venir puis donner ça directement aux personnes? Puis vous aviez dit c'est mieux de le donner à nous autres, puis on va s'en occuper. Puis là, à chaque année, on s'appelle, on se rencontre. Tantôt, tu es venu te loader les bottes. Puis je sais qu'ils vont être remis à la personne qui en a besoin. Là. Tu sais, c'est le temps froid qui s'en vient. Puis il y a des gens qui vont en avoir besoin de ces affaires-là. Fait qu'on veut s'assurer que ça aille à la bonne personne, puis que ça ne soit pas justement revendu pour d'autres motifs. Puis vous savez, on se fait souvent demander, est-ce que quand je me promène dans la rue, est-ce que si quelqu'un me demande de l'argent, j'en donne-tu ou j'en donne pas? Ouais. Moi, je réponds toujours, premièrement, quand on donne, c'est sans condition. Ça veut dire, ça me tente de te donner un 2, je vais te donner un 2, je vais te donner un 5. J'ai pas à penser qu'est-ce que tu vas faire avec le cash, parce que c'est souvent ça qu'on pense. Je veux dire, le gars, là, il n'a pas besoin de ton 2$ pour aller boire ou pour aller se geler, parce qu'il va y aller pareil. Par contre, si tu donnes un 2 sans condition ou un 5, mais d'un coup que le gars, il va y aller vraiment s'acheter un café, peut-être que ça va éviter un vol à l'étalage, parce que le gars, il est en sevrage de bière. Peut-être que, vous comprenez, fait que, en fait, si ça me tente, si je donne puis je vais juger comment que ben, je donne pas. Mais si tu veux donner parce que ton cœur dit de donner, ben donne.
Puis on n'a pas à juger qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est ceux qui veulent pas donner qui disent ça, non? Bien, ça se peut. Parce que moi, c'est un bon plus prétexte. c'est un bon prétexte. Ben Parce que oui. souvent, je vais donner de l'argent, puis là, quelqu'un dit, ben, il va aller le boire. Oui, mais j'ai Ben, donné de c'est- l'argent, il en fera ce qu'il veut. De toute façon, Mais comme t'es qui pour, tu sais, Ben comme, oui. nous, comme tu dis, il va aller boire pareil. j'en Fait que j'ai donne plus, aussi, moi, là. j'ai plus l'impression que ceux qui disent ça, c'est comme le prétexte pour pas en donner. Ben tu sais. oui. Puis tu sais, en même temps, je répète même, tu donnes sans condition. C'est Je ça. dis, tiens, mon ami, passe une belle journée. Tu sais, ton petit 2, ton petit 5, ben le gars, comme je dis, peut-être qu'il ira pas. Il va peut-être aller manger boire un petit café au Tim Hortons parce qu'il fait moins 22. Là. Alors, c'est ça. Faut y aller avec notre cœur, puis de toute façon, peu importe, là, il n'y a pas besoin de notre 2, la personne, pour aller consommer puis se geler, tu sais. Fait que, André, la Maison du Père, si on veut faire un don en ligne, il y a maisondupère.org. Il y a aussi par téléphone, par la poste, il y a plusieurs façons de donner. Effectivement. Puis, est-ce que des fois, vous avez besoin de bénévoles, des choses comme ça? Vous pouvez toujours appeler ceux-là qui veulent s'impliquer, qui appellent à la Maison du Père au service du bénévolat. La boîte vocale va diriger les appels partout. Alors, il y a Christine qui est là, qui est responsable des bénévoles. Donc, prendre un rendez-vous avec elle, puis ils vont céduler un horaire, puis ils vont regarder si ça correspond à tous. Wow. Fait que, écoute, je suis en rétablissement, ça fait presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Puis j'ai entendu des partages à travers différentes réunions anonymes, mais ton partage, ça m'a complètement jeté à terre. Je pense que le fait qu'on ait pu avoir eu l'opportunité de le faire comme ça, puis de le faire entendre à des gens, puis je pense que ça va te donner tellement d'espoir que peu importe où est-ce que tu es rendu, c'est possible de s'en sortir. Puis aujourd'hui, d'aider du monde comme que tu fais. Puis moi, je t'ai rencontré à la Maison du Père, mais j'aurais jamais su même que tu as eu un problème de toxicomanie ou que peu importe, tu es un gars énergétique. Puis même tantôt, tu nous as dit ton âge, puis tu n'as pas du tout de l'air de ton âge. Fait que tu as de l'énergie, tu es cool. Tu sais. Puis j'espère qu'on va continuer à collaborer pendant plusieurs années. Frank? Juste merci, c'est inspirant, c'est touchant, c'est ça, c'est super beau, merci. Puis merci à vous aussi de nous donner la tribune, d'être capable de s'exprimer. Puis aussi, ben, c'est la Maison du Père, c'est précieux, puis d'en parler. Fait que c'est vraiment un gros merci à vous aussi. C'est un honneur pour nous de faire ça. Fait que, Francis, pour une dernière fois, est-ce que tu peux nous faire le... It's a wrap.